Il a craqué en pleine révision pour se réveiller 3 jours plus tard sur un campus baignant dans le sang. La fin du monde a eu lieu pendant son sommeil, et il n'y a plus aucun réseau. Découvrez comment un mec tout ce qu'il y a de plus lambda va tenter de survivre sans l'aide de personne. Et c'est ainsi que commence Deadman Switch. Oyun a 300 notifications mais 0 barre de réseau. Alors faites en sorte qu'on reçoive bien les vôtres en vous abonnant et en lâchant un like bien caféiné. Allez, c'est parti. Oyun détale à travers les bois comme s'il avait le diable à ses trousses. Il est à bout de souffle, au bord de l'asphyxie. Mais il sait qu'une seule seconde d'hésitation signerait son arrêt de mort. Il finit par débusquer une planque de fortune et prie pour que l'autre taré passe son chemin sans le voir. Manque de bol, la chance n'est pas vraiment de son côté aujourd'hui à l'intérieur. C'est une véritable boucherie. L'odeur de charogne le prend à la gorge et, avant même qu'il ait le temps de rendre son dernier repas, il réalise qu'il est pris au piège. Il n'y a aucune issue. Une ombre colossale l'engloutit tout entier, tandis qu'une lame dégoulinante de sang lui frôle la nuque. En se retournant, il tombe nez à nez avec une sorte de Frankenstein de foire, couvert de plus de cicatrices qu'un vieux ballon de rugby. Le monstre le fixe de ses yeux vitreux, et Oyun sent son âme s'apprêter à quitter son corps sans demander son reste. Il s'écroule à genoux, les mains jointes, et commence à supplier pour sa vie. Il promet tout et n'importe quoi, pourvu qu'on ne le transforme pas en chair à pâté. La créature l'ignore royalement et s'éloigne sans un mot. Mais ce répit ne dure qu'un battement de cils, un flash blanc l'aveugle et le décor s'évapore instantanément. Le voilà soudainement à genoux en plein cours de stratégie commerciale, sauf que celui qui brandit l'épée maintenant, c'est son prof. Le type le regarde comme s'il voulait le recaler à vie et lui demande froidement s'il a enfin son rapport. Oyun tente de broder une excuse, mais les noms de ses fichiers le trahissent lamentablement. Il a tout enregistré sous finale version de pitié et pourquoi il a pris cette option. Le prof ne goûte pas du tout à la plaisanterie et, avant que Oyun ne puisse bafouiller un pardon, il lui assène un coup de sabre qui le renvoie brutalement à la réalité. Par chance, ce n'était qu'un cauchemar dû au stress. Oyun se réveille dans son lit, le cerveau perforé par une alarme stridente et le corps en miettes. Il a l'impression de s'être fait rouler dessus par un 38 tonnes. Il se traîne sous la douche pour voir si l'eau chaude peut lui rendre un semblant d'humanité, ou au moins dissiper cette odeur de mort, car il s'est effondré pile après avoir bouclé le rapport destiné à un enseignant qui est, ni plus ni moins, un terroriste académique. Il est resté inconscient plusieurs jours, dérivant entre veille et sommeil comme s'il était dans le coma. Son bureau est un cimetière de canettes de boissons énergisantes. On voit direct que Oyun a vendu son âme à la caféine pour tenir les délais. Le vrai miracle, ce n'est pas qu'il ait fini son travail à temps, c'est que son cœur n'est pas lâché après la 10e canette. Pour couronner le tout, il réalise qu'on est Noël. Le voilà seul, l'estomac hurlant famine et le moral dans les chaussettes, se sentant comme la personne la plus misérable au monde. Pas un message, pas une âme pour vérifier s'il est encore en vie. Après tout, tout le monde se fout de ceux qui restent pour les cours d'hiver. Il décide d'arrêter de s'apitoyer sur son sort et sort dans le couloir pour dénicher de quoi manger. Mais il tombe sur un décor de film catastrophe. Des cartons renversés, des extincteurs au sol et un silence de mort qui lui donne la chair de poule. On ne dirait pas que les gens sont partis en vacances, on dirait qu'ils ont fui pour sauver leur peau pendant qu'ils hibernaient au milieu de ces restes de fast-food. Il descend les escaliers en essayant d'être discret, mais le silence est si pesant qu'il en devient assourdissant. Soudain, il glisse sur quelque chose de visqueux et remarque que les marches sont maculées de sang. Un détail charmant qui lui confirme qu'il est déjà bien trop tard pour faire demi-tour. Il reste pétrifié, persuadé que quelque chose va surgir de l'ombre pour lui réclamer son dû. Il sort son téléphone, cherchant désespérément des réponses, et tombe sur 300 notifications de gens demandant s'il respire encore. Mais comme le réseau de la fac est toujours aux abonnés absents quand on en a besoin, il n'a pas une seule barre pour appeler à l'aide. Sans internet et sans comprendre ce qui se trame, il se dirige vers l'épicerie du campus pour voir s'il reste quelqu'un. Il aperçoit une silhouette entre les rayons et son visage s'éclaire, pensant avoir enfin trouvé de la compagnie. Il s'approche avec confiance pour demander de l'aide, mais la silhouette ne bronche pas. C'est alors qu'il entend un grognement qui lui glace le sang. Le type se retourne et Oyun comprend enfin pourquoi personne ne répondait à ses messages. L'individu s'avère être un hôte des plus charmants, qui n'avait aucune intention de lâcher son festin de tripes pour saluer un inconnu. Désormais, la créature le fixe, les dents rouges de sang, et le pauvre garçon comprend qu'il vient d'interrompre le dîner de quelque chose qu'il voit déjà comme le dessert. Les jambes en coton, il commence à reculer avant de finir au menu. Cette fois, il sait qu'il est vraiment dans de sales drapes. Pas même le temps de réaliser ce qui se passe. Face à une telle vision d'horreur, le corps n'a qu'un seul réflexe, fuir. Le gamin détale à toute allure, mais la créature au visage ensanglanté qui était en plein festin l'a déjà pris en chasse à travers tout le magasin. Désarmé, il attrape désespérément le premier truc qui lui tombe sous la main et lui éclate un flacon de savon liquide sur le crâne. Quitte à ne pas pouvoir les tuer, autant qu'ils soient propres. La pauvre fille qui servait de repas commence elle aussi à se tordre dans tous les sens. Une seule morsure suffit pour finir au menu. Oyun ne demande pas son reste et file comme une flèche avant de réussir à claquer une porte blindée juste à temps. Il barricade l'entrée avec ce qu'il trouve pendant que ses choses s'acharnent de l'autre côté.
Il est vraiment dans un sale pétrin. Les poumons en feu, il comprend qu'il doit s'éloigner au plus vite. Il arrive en titubant dans un bureau, espérant trouver quelqu'un, mais l'endroit est désert. Au sol, il ramasse un papier qui lui glace le sang. Si tu veux vivre, reste discret et ne les réveille pas. Le gamin lève les yeux et aperçoit une porte scellée avec du ruban adhésif, d'où proviennent des bruits d'os broyés. On dirait que le directeur a pris l'avertissement au pied de la lettre et dévore le reste du personnel en toute tranquillité. Alors qu'il tente d'assimiler la menace, quelque chose percute la porte de l'intérieur avec une violence terrifiante. Il réalise qu'il vient de faire une gaffe monumentale, l'adhésif a lâché et le boucan a réveillé la chose qui était enfermée là. La porte vole en éclats et laisse sortir un monstre aux yeux injectés de sang, la gueule encore rouge de son dernier goûter. Oh-Yoon ne se fait pas prier et entame un marathon dans les escaliers. Il grimpe les marches comme s'il avait le diable aux trousses, mais il atteint déjà le dernier étage. Il est au bout du chemin. Il est à bout de souffle, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. La peur le paralyse, il sait que s'il s'arrête, il finit en plat de résistance, mais son corps le supplie de s'arrêter. Arrivé en haut, il se fige. Dans la pénombre d'un couloir sombre, il distingue une silhouette, un type masqué en survêtement, armé d'une hache qui n'a rien d'une antiquité. Oh-Yoon reste muet de stupeur, essayant de deviner s'il a affaire à un allié ou à un psychopathe échappé de l'asile. La tension est palpable. Paralysé par le trac, le gamin parvient à peine à bafouiller un salut. Sans prévenir, l'inconnu se lève et assène un coup de hache qui fend l'air à une vitesse foudroyante. Oh-Yoon ferme les yeux, attendant le coup de grâce, mais la lame ne lui était pas destinée. Elle visait la créature qui lui respirait dans le cou. Le monstre s'écroule au sol dans une mare de fluide visqueux. Mais il s'accroche encore à la vie malgré l'acier planté en plein milieu du corps. L'homme à la hache soupire d'agacement visiblement. Il en a marre de gérer ces trucs qui ont la vie plus dure qu'un cafard. Il se tourne vers lui et lui lance une remarque comme s'ils étaient de vieux potes. Il l'appelle Junior et s'étonne de le voir encore entier. Oh-Yoon tombe des nues, il n'a pas la moindre idée de qui est ce fou furieux qui manie la hache et lui parle avec autant de familiarité. Le boucher d'élite baisse son masque avec un sourire de vainqueur, c'est Young-Won-Ki. Apparemment, ils ont un passé commun et le type n'en revient pas. Oh-Yoon ait déjà oublié sa tête. On dirait que, pendant que le monde s'écroule, lui a gardé tout son charisme. L'apocalypse lui va à ravir. Oh-Yoon se creuse les méninges pour essayer de remettre ce visage. Cheveux noirs, couverts de piercings, le genre de type qui n'inspire pas confiance pour un sou. Il a beau chercher, il n'a aucune idée de qui il s'agit, mais l'autre ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Hache au poing, il lui demande s'il est devenu sourd. À voir le sang qui dégouline de la lame, c'est clair que ce taré n'est pas là pour taper la discute. Il le plaque violemment contre le mur et s'approche si près de son visage qu'il peut lui demander les yeux dans les yeux s'il a peur. « Je ne vais pas te tuer », lâche-t-il avec un sourire de psychopathe, presque vexé qu'il ait oublié son nom. Oh-Yoon comprend qu'il a affaire à un vrai déséquilibré et ne pense plus qu'à une chose, sauver sa peau. Il se confond en excuses et sort le nom de Young-Won-Ki comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Son petit jeu d'acteur fonctionne et Young-Won finit par ricaner, tout en le prévenant qu'il lui fera sauter le caisson à la moindre distraction. Il l'a échappé belle, mais maintenant il doit suivre la cadence d'un mec qui trimballe une hache comme si c'était un simple parapluie. Il faut déguerpir Fissa, car le boucan de tout à l'heure va attirer des ennuis. Oh-Yoon percute immédiatement, ces bestioles réagissent au bruit. Avant qu'il ne puisse poser une question, l'autre le remballe direct, il a horreur de se répéter. Dans le couloir, il tombe sur ce qu'il reste du directeur de la résidence. Oh-Yoon frise la crise de nerfs en se demandant quel enfer s'est déchaîné pendant qu'il dormait. Le plus flippant, c'est le calme olympien de son guide. Young-Won dézingue des monstres avec une aisance terrifiante, comme s'il taillait sa haie au lieu de massacrer ce qui fut autrefois des êtres humains. Tout en avançant, Young-Won lit la terreur sur son visage et lui demande d'arrêter de tourner autour du pot. Il lui précise qu'il ne va pas le tuer pour la simple et bonne raison qu'il ne le peut pas. Le gamin n'y comprend rien, mais avant d'avoir pu ouvrir la bouche, l'homme masqué lui tend déjà la main. Il l'appelle Petit Bleu avec une arrogance encore plus tranchante que sa hache, jusqu'à ce qu'un énorme fracas, comme un effondrement, les fasse réagir par pur instinct. Young-Won l'agrippe avec la force d'un étau, et Oh-Yoon sent que ses mains sont de la vraie toile émerie, le genre de cale qu'on ne se fait qu'après des années de travaux forcés. Il s'élance dans les couloirs et quand le garçon essaie de jouer les indépendants, l'autre se fout de lui en disant que s'il le lâche, il va finir par s'étaler et chialer toutes les larmes de son corps. Une vraie crème, ce guide. Il s'engouffre dans une pièce et verrouille la porte juste au moment où un choc sourd retentit à l'extérieur. Le type soupire et lâche que ces enfoirés ont déjà trouvé une autre proie. Le gamin n'a pas le temps de piger ce qu'il veut dire que quelqu'un commence à défoncer la porte à coups de poing. Ce ne sont pas des monstres, mais des gens qui supplient pour leur vie. Oh-Yoon, blanc comme un linge, dévisage le psychopathe et lui demande s'il ne devrait pas les laisser entrer. Dehors, quelqu'un joue sa peau. La poignée de la porte s'agite frénétiquement et des appels au secours désespérés font vibrer toute la pièce. Oh-Yoon se précipite pour ouvrir, mais l'homme masqué le stoppe net, c'est pas le moment de jouer les héros. Qui lui remet les idées en place directe, ceux qui sont dehors sont déjà morts.
et s'il ouvre cette porte, c'est lui qui sera le prochain sur le menu. Les coups redoublent de violence, mais qui reste de marbre face aux supplications du pauvre gars de l'autre côté. Le gamin essaie de protester, mais le brun le dévisage avec mépris. Il n'a aucune intention de risquer sa peau pour un cadavre en sursis. Avant que Oh-Yoon ne puisse réagir, Ki l'attrape violemment par les fringues et l'envoie valser sur le lit d'un coup sec pour lui faire comprendre que la discussion est close. Le gamin a le souffle coupé alors que Ki lui crache la vérité au visage sans lui. Il ne tiendrait pas une minute tout seul. Mais entre le choc et la peur, un détail percute l'esprit de Oh-Yoon. Comment cet inconnu connaît-il son nom complet alors qu'il ne lui a jamais dit qu'il lui plaque une main sur la bouche pour le faire taire? Sa patience a atteint ses limites. Il lui demande s'il a vraiment envie de crever, parce que si c'est le cas, il peut lui rendre ce service sur le champ. La tension est à son comble, quand soudain, les bruits à l'extérieur changent de nature. Oh-Yoon se fige, et ce n'est plus seulement à cause de la main de Ki, mais à cause du carnage qui se déroule juste derrière la porte. Le craquement des os et les hurlements qui s'étouffent brusquement ne laissent aucun doute quelqu'un est en train de servir de buffet. Ki ne le relâche que lorsque les bruits de mastication s'estompent enfin. Une fois le silence revenu, il se relève comme si de rien n'était et décrète qu'il est temps de bouger. Oh-Yoon ne pige plus rien il y a 2 minutes. Sortir équivalait à une condamnation à mort. Mais Ki n'en a que faire de ses propres paroles et lui ordonne d'arrêter de ressasser le passé. Il se moque de son cursus universitaire, lui demandant si toutes ses études lui ont ramolli le cerveau à ce point. Pour Ki, rester dans une pièce dont la serrure est naze, c'est envoyer un carton d'invitation au monstre. Il finit de défoncer le verrou à coups de hache pour s'assurer que le gamin n'est plus nulle part où se terrer. Oh-Yoon préfère la mettre en veilleuse. Il comprend qu'il vaut mieux baisser la tête plutôt que de continuer à se faire rabaisser au moindre mot. En sortant dans le couloir, la pièce du puzzle finit par s'emboîter. Le type qui hurlait n'est pas mort par manque de bol. Ki s'en est servi comme appât pour dégager le passage et pouvoir circuler tranquillement. Le dingue l'assume sans aucun remords, il balance que le mort leur a rendu service, et que Oh-Yoon devrait lui dire merci. Il en rajoute une couche en lui demandant s'il étudie la musique, vu que ses jérémiades s'entendaient dans tout le bâtiment. Oh-Yoon le regarde avec horreur, réalisant que la créature qui bouffe les gens dans le couloir est sans doute plus humaine que le type à ses côtés. Il le suit, se sentant totalement inutile jusqu'à ce qu'il craque et lâche la question pourquoi s'encombrer de lui. Après tout, il n'est qu'un boulet qui ne sait pas se battre et qui ne fait que le ralentir. Il s'arrête et lui demande cash s'il le garde juste comme en cas pour le jeter au prochain monstre qu'ils croiseront. Le pauvre gars se voit déjà finir en amuse-gueule, mais Ki s'arrête net et l'atmosphère devient électrique. Il se retourne avec un regard noir et lui lance que la réponse est tellement évidente qu'il ne devrait même pas poser de questions aussi débiles. Ki met les poings sur les i, il ne le protège pas par pitié, mais parce qu'il n'a tout simplement pas le droit de mourir. Peu importe si le campus entier devient un cimetière. Oh-Yoon doit rester en vie coûte que coûte. C'est l'assurance vie la plus glauque du monde qui le protégera contre vent et marée, lui garantissant que même si tout le monde y passe, lui survivra. Oh-Yoon est totalement paumé, mais il vient de passer du statut de fardeau à celui de priorité absolue pour un psychopathe. On n'est pas sorti de l'auberge. Oh-Yoon avance comme un automate, le regard vide, essayant tant bien que mal de réaliser que sa survie dépend désormais d'un type qui le traite plus comme un fardeau que comme un être humain. Entre ces couloirs déserts et ce guide qui parle par énigme tout en baladant sa hache, on peut dire que le pauvre n'a vraiment pas tiré le bon numéro aujourd'hui. Ki s'arrête net devant les douches communes. C'est la planque idéale, mais aussi l'endroit parfait pour que la tension entre eux monte d'un cran. Oh-Yoon lui rappelle que le doyen verrouille tout systématiquement, mais l'homme au masque le remet direct à sa place d'un regard méprisant. Le type tape le code comme s'il était chez lui. Oh-Yoon n'en revient pas normalement, seul le doyen connaissait ce code. Ce mec devient de plus en plus louche. À peine entré, il tombe nez à nez avec le comité d'accueil, 3 étudiants armés de tout ce qu'ils ont pu trouver dans les salles de cours. L'un tient une batte, l'autre un bouquin, et une fille est prête à en découdre. Il manque de faire une attaque avant de comprendre qu'ils sont tous humains. C'est là que l'interrogatoire commence. Le gars à la batte qui se prend pour le chef de cette ligue des justiciers de pacotille exige de savoir d'où ils sortent. Oh-Yoon prend son air le plus innocent et baratine qu'ils ont déniché le code dans les bureaux de l'administration. Faute de mieux, le groupe finit par gober le mensonge, même si Jun-Sok, le type à la batte, ne semble pas convaincu pour un sou. Persuadé qu'il cache quelque chose, il décide que c'est le moment idéal pour aller chercher des noises au gars masqué. Il lui demande où il se terrait, mais Ki, avec un regard plus éteint que l'apocalypse elle-même, lui répond qu'il n'en a aucun souvenir. Sauf que le leader ne sait pas lire l'ambiance et commence à le chauffer avec sa batte, provoquant un mec qui a moins de patience qu'un guichetier un vendredi soir. Ki en a vite marre d'être dévisagé comme une bête curieuse et, avant même que l'autre n'ait fini sa phrase, il lui plaque sa hache ensanglantée sous la gorge. Une leçon magistrale, rien ne t'apprend le respect plus vite que le froid de l'acier contre la peau. Il lui fait comprendre que sa tronche de déterré suffit largement et qu'il ferait mieux de surveiller son langage. Jun-Sok reste pétrifié, livide, réalisant qu'il a failli se faire étriper pour une simple provocation gratuite. Oh-Yoon est obligé de s'interposer avant que Ki ne décide de lui refaire le portrait à coups de hache. Il tente de les rassurer en disant que son pote n'est pas un psychopathe,
juste un peu crâné par le chaos ambiant, et en profite pour se présenter comme étudiant en gestion. C'est là que Daben Choi, l'une des filles, le remet. Ils étaient ensemble sur un projet de groupe en marketing sportif. Qui aurait cru que d'avoir géré ces diapos à l'époque allait leur sauver la mise aujourd'hui? Mais la vraie surprise, c'est quand Dabin salue l'homme au masque comme s'ils étaient de vieux potes. Il s'avère que le boucher à la hache s'appelle Young Won Ki, un étudiant en céramique des années supérieures. Oh Yoon tombe des nues. Ce type qui manie les armes comme un soldat d'élite n'est autre que le gars dont il ne connaissait que le nom sur la feuille d'appel. Il a beau avoir une aura de film d'horreur à petit budget, c'est désormais son seul allié. Dabin leur fait un topo sur la situation. Ils s'en sont sortis par miracle en s'enfermant ici, parce que ceux qui sont restés au self ou dans le hall ont sûrement déjà passé l'arme à gauche. Ils ont appris la règle d'or à la dure, ces trucs sont aveugles. Mais ils ont une ouïe assez fine pour te repérer à des kilomètres. En gros, si Oh-Yoon est encore en vie, c'est uniquement parce qu'il a pioncé pendant tout le début de l'apocalypse, sans faire de bruit. Le pauvre n'a toujours pas percuté et demande si personne n'a essayé de sortir de la fac pour chercher des secours. Les autres le dévisagent comme s'il était un cas désespéré. Jun Sok, lassé par ces questions idiotes, le traîne jusqu'à la fenêtre pour qu'il arrête de débiter des conneries. Regarde dehors, génie. Ce n'est pas qu'on n'a pas voulu partir, c'est que la cour est devenue un véritable abattoir. Mettre un pied là-bas, c'est s'offrir en premier prix pour que ces monstres se fassent un festin avec tes côtes. Oh-Yoon reste pétrifié face à ce spectacle d'horreur. Le campus s'est transformé en un défilé de macabées rôtissant sous le soleil, le genre de vision qui vous ôte toute envie de mettre le nez dehors pour un bon moment. À l'intérieur, Jeon-woo est en train de craquer complètement. Pour lui, c'est la fin des haricots, et pointer le bout de son nez devant l'entrée principale revient à prendre un ticket direct pour la morgue. Entre deux sanglots, il demande à Oh-Yoon s'il est passé par la boutique du rez-de-chaussée, car sa copine y travaille. Il la décrit avec une précision chirurgicale, insistant sur certains détails physiques qui font que Oh-Yoon ne pourrait pas l'avoir oublié s'il l'avait croisé. Il explique qu'un groupe est parti chercher des vivres mais n'est jamais revenu. Et on sait tous qu'en pleine apocalypse, ne pas revenir, c'est souvent avoir fini au menu du buffet. Le gamin le secoue, cherchant désespérément un mot d'encouragement. Mais notre protagoniste a un souvenir en tête qui lui coupe toute envie de mentir. Oh-Yoon fouille dans sa mémoire et se rappelle un truc atroce. Si c'est bien la fille qu'il a croisée tout à l'heure, elle n'aura plus jamais besoin de maquillage. Mauvaise nouvelle pour le pauvre gars qui tremble encore de peur. Soudain, Young Won-Ki se plante devant la porte, sa hache déjà prête à l'emploi. Il prévient qu'ils ont de la visite et l'atmosphère devient électrique. De l'autre côté, une voix désespérée supplie qu'on lui ouvre, hurlant qu'il est en train de brûler vif. Ju Sok reconnaît la voix d'un certain Ninju et veut d'ouvrir avec une confiance déconcertante. Pour lui, si quelqu'un appelle à l'aide, c'est forcément un pote et pas un piège pour se faire bouffer le visage. Heureusement, le gars au masque a un peu plus de jugeote et l'arrête avant qu'il ne commette l'irréparable. Mais l'autre, qui n'a visiblement aucun instinct de survie, insiste lourdement pour qu'on déverrouille. Il jure que c'est sûrement sa copine qui revient, mais l'odeur du traquenard se sent à des kilomètres. Oh-Yoon sait que même si le type dehors est encore humain, dans ce monde, l'humanité a une date de péremption très courte. Il sait qu'hésiter devant une connaissance, c'est le chemin le plus court pour finir en dessert. Ici, si tu doutes, tu passes l'arme à gauche en un clin d'œil. Dehors, le type hurle qu'il est blessé et qu'il faut lui ouvrir tout de suite. Jun Sok, qui a le flair d'un bulot, est déjà en train de débloquer la porte, mais l'invité surprise n'est pas venu seul. Inju a une créature agrippée à la nuque, les yeux injectés de sang et une dalle monstrueuse. Avant que l'infecté ne puisse faire un pas à l'intérieur, qui sort la hache et lui tranche la main d'un coup sec. Une solution radicale, le type n'a plus besoin de s'occuper de la poignée, vu qu'il n'a plus de quoi la tenir. Le morceau de bras reste là, au sol, pendant que les autres fixent la scène comme s'ils venaient de voir un fantôme. Jun Seok, qui se prend pour le chef, pète un plomb et se met à hurler sur Ki, lui demandant s'il a perdu la tête. Ki le recadre direct avec une seule question. T'es vraiment assez con pour croire que ce truc est encore humain. Il lui dit d'arrêter ses conneries et de dégager sa tête de déterré de son passage. S'ils ont tellement envie de se faire becqueter, qu'ils ouvrent eux-mêmes mais qu'ils arrêtent d'envoyer le nouveau faire le sale boulot. Ki part rincer le sang comme si de rien n'était, laissant l'autre trembler de rage. Au milieu du chaos, Dabin demande à Oh-Yoon d'où il sort un animal pareil. Notre héros se doute que s'il le contredit, le prochain coup de hache pourrait bien être pour lui. Alors il ment et prétend qu'ils ont simplement décidé de faire route ensemble. Mais la fille ne gobe pas son histoire une seconde. Elle raconte qu'à la fac d'art, des rumeurs disaient déjà que Young Won-Ki n'était pas un mec très net. Pendant que tout le monde spécule, le dingue à la hache se décrase sous la douche, dévoilant un dos couvert de cicatrices qui prouvent que la survie, c'est pas nouveau pour lui. On ignore ce qu'il étudiait, mais vu l'état de sa carcasse, c'est clair que le dessin technique n'était pas sa seule activité. Il finit par hurler à Jeong-woo de la fermer, parce que les hommes, ça ne pleure pas. Un vrai gentleman à l'ancienne. Le type traîne un passé si lourd qu'il se lit sur chaque centimètre de sa peau. Oula, quel final sanglant. C'est ce qu'on appelle une opération à vif et sans anesthésie.
Puisque notre infecté n'a plus de main pour ouvrir la porte, profitez que la vôtre soit encore entière pour défoncer le bouton like à coups de hache. Abonnez-vous pour ne pas vous faire dévorer par le suspense et dites-moi en commentaire quel manoir vous voulez voir la prochaine fois. Allez, à plus!